La main dans la main, un podcast qui vous emmène en tête-à-tête avec un enseignant. Qu'il soit à la maternelle, à l'élémentaire ou au collège, avec une ou des classes et leur contexte propre. Un enseignant qui vient nous parler des sciences dans sa classe, dans sa vision personnelle de son métier, mais aussi dans son histoire de vie. Je suis Gabrielle de la Fondation La Main à la Pâte. Docteur en biologie, mais aussi fille de prof, femme de prof et collègue de prof, je serai votre hôte. Aujourd'hui, je reçois Laurence. Laurence est professeure des écoles en CM2 à Beauvais, dans l'Oise. Si elle est arrivée dans le métier un peu par hasard, elle se réalise aujourd'hui pleinement auprès des élèves. En menant une pédagogie de projet en sciences, elle en profite au passage pour stimuler leur esprit critique. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour Laurence. Bonjour Gabrielle. Quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, j'ai 58 ans et je suis enseignant, prof des écoles, à Beauvais, dans un quartier un peu périphérique de Beauvais. Quelle classe tu as ? Des CM2. Des élèves plutôt globalement sympathiques, pas un milieu hyper favorisé, mais un milieu où l'école compte. C'est des familles pour lesquelles l'école c'est important et ce que l'enseignant, la maîtresse a dit, c'est important. Alors Laurence, j'aimerais moi te poser quelques questions sur l'histoire des sciences dans ta vie. Comment c'était les sciences quand toi t'étais à l'école ? Alors à l'école primaire, j'en ai quasiment pas de souvenirs. Si, leçon de choses, CE1, leçon de choses. On avait cassé un œuf et dessiné le jaune et le blanc, on avait coupé une pomme et dessiné la peau, les pépins, CE1. Après, plus de sciences jusqu'au collège. Et au collège, des sciences plutôt très théoriques. Pas beaucoup de souvenirs de manipulation, un petit peu en biologie, disséquer un œuf, un œil de bœuf, un lombric, un petit peu de branchement électrique, vraiment pas beaucoup de théorie. Là, tu m'as parlé plutôt du collège, primaire et collège, donc tu as fait un bac D. Pour traduire pour ceux qui sont maintenant, pour l'instant c'est S, ça va changer sûrement, peut-être. Et là tu en faisais des sciences. Oui. Là, ça se passait comment ? J'ai plus souvenir de cahiers, de notes, de cours, de réflexions. Oui, de réflexions, mais sur les chromosomes, sur l'hérédité, pas de manipuler. Alors se poser des questions, oui, mais des questions intellectuelles quand même. Est-ce que ça te plaisait, malgré tout ? Oui, la partie SVT, oui. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais faire S, pour faire des sciences de la vie. Et donc après ton bac D, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fait un BTS en économie sociale et familiale, où là j'ai découvert l'intérêt de choses comme la physique ou la chimie par rapport à la vie quotidienne, les appareils, leur consommation, les dépenses énergétiques d'une maison, tout ce travail-là. Donc là, tu t'es posé des questions d'ordre très pratique. Oui. La science te permettait de répondre à des questions très pratiques et très concrètes. Oui, très pratiques et très concrètes dans le but de conseiller à des familles. Puisque c'était pour faire un travail social et pour conseiller des mères de famille. Un peu sexiste de dire ça, mais c'était quand même notre public, c'était des mères et pas des pères. Et pour choisir l'appareil qui convenait, utiliser l'appareil dans les meilleures conditions pour pas gaspiller, pour pas dépenser, pour travail social public petit moyen. Ça rentrait dans des projets ? C'était une pédagogie de plus de projets ou c'était un disciplinaire ? Non, c'était plutôt de projets. En tout cas, dans la façon dont travaillait l'établissement où j'ai fait mon BTS, c'était plutôt de projets. C'était pas dans un lycée, c'était dans une école de travailleurs sociaux, donc c'était déjà orienté une pédagogie différente du lycée. Le même BTS fait en lycée, c'était pas pareil. Et donc après, tu en as fait ton métier de ça ? Ouais, j'en ai fait mon métier pendant 3 ans où je m'occupais de jeunes handicapés mentaux, à qui j'apprenais à tenir une maison. Je m'assimilais plus à un éducateur spécialisé qu'à un enseignant. Et alors, comment t'en es venu à enseigner dans une école ? J'ai donné ma démission pour suivre mon mari, qui ne trouvait pas de travail dans la région où moi je travaillais. Donc j'ai donné ma démission, on a traversé la France. J'ai cherché un boulot proche de celui que je faisais parce que j'aimais beaucoup ce travail et le contact avec les jeunes handicapés. Et j'ai pas retrouvé. Et j'ai préparé le concours de l'école normale pour m'occuper, pour me faire travailler le cerveau. Je me suis dit, je vais préparer un concours, ça va me faire travailler intellectuellement. Puisque je l'avais préparé, je l'ai passé, je l'ai eu, mais sans plus de conviction que ça au début. Et alors, comment ça s'est passé les premières années et est-ce que tu faisais déjà des sciences à ces premières années ? Alors, ça s'est vite passé bien quand j'ai été toute seule dans ma classe. Tant que j'avais un maître formateur derrière moi ou qu'on était 2 ou 3 stagiaires en même temps dans la même classe, le regard de l'adulte autre sur moi, ça j'aimais pas, ça me mettait pas à l'aise.
Alors après, des sciences, est-ce que j'en ai fait vite? Ouais, j'ai dû en faire assez vite. Je me souviens d'en avoir fait en maternelle, donc là j'étais avant d'avoir passé mon diplôme, où on avait planté des petites graines, qui avaient fait des fleurs, qui avaient poussé. Donc oui. À l'époque, c'était l'école normale, maintenant on dirait l'ESP. Ouais. Et vous encouragez à faire des sciences, ils vous formaient à ça? Alors l'école normale, après ça s'est appelé l'IUFM. Et oui, on a été formé à ça. On avait des heures de formation plutôt disciplinaires, mais beaucoup d'interventions en classe, dans lesquelles chaque prof nous envoyait pour faire leur discipline en classe. Donc le prof de sciences nous envoyait dans des classes faire des sciences sur lesquelles il fallait faire des préparations, déroulements, analyse des séquences. Alors pareil pour la musique, pareil pour la natation, pour tout. Mais les sciences aussi, oui. Donc là, ça remonte à quelques années en arrière. Est-ce qu'on vous encourageait à faire se questionner les élèves? Aujourd'hui, on parlerait de démarche d'investigation. Ou est-ce qu'à l'époque, on encourageait ce genre de choses? Ouais, je dirais oui. Après, est-ce qu'on le faisait bien dans les classes? C'est moins sûr. Mais oui, le prof avait déjà ça dans sa démarche. Selon toi, est-ce que c'est important de faire des sciences à l'école? Et si tu trouves que c'est important, pourquoi c'est important? Alors aujourd'hui, je vais dire que c'est important, justement par rapport à cette démarche de questionnement, se poser des questions, lister des pseudo-réponses, essayer de comprendre comment on va pouvoir en éliminer certaines, en garder d'autres et en s'appuyant sur quoi. Et je trouve que c'est important parce que cette démarche-là, moi je leur demande de l'avoir tout le temps. On fait une dictée, on n'a pas tous écrit le mot de la même façon, et comment on l'a écrit, on liste toutes les façons de l'écrire, et on élimine. Mais ça n'a pas toujours été. Pour moi, même pour moi dans ma pédagogie. Finalement, tu fais de l'investigation dans toutes les matières. Ouais. Comment tu en es venu à avoir envie de faire comme ça? Alors peut-être des remarques, par exemple d'une inspectrice après une inspection qui m'a dit bon ça va, ça va, mais il faudrait peut-être mettre en place le cahier de chercheur, alors que j'avais à l'époque un cahier de sciences qui ressemblait plus à un cahier de résumé et de leçons qu'il fallait apprendre, mais c'était pas forcément les élèves qui avaient construit le contenu de la leçon, ou ils l'avaient construit uniquement à partir de documents, présentés dans des livres ou d'expériences relatées, mais qu'ils n'avaient pas fait eux. Donc peut-être c'est parti de remarques d'inspecteurs, d'une inspectrice en particulier, qui me faisait peur aussi, et bon, je tempère plus maintenant, j'ai plus peur, mais c'est tellement chronophage par rapport à tout ce qu'on nous demande de faire, qu'il y a un moment où on peut pas le faire dans tout, même si ça parle plus aux enfants, même si ça les motive plus. Est-ce que tu fonctionnes par projet, parfois? Oui, alors plus ou moins long, plus ou moins lourd, plus ou moins guidé, mais oui, c'est ce qui motive bien les enfants. Est-ce que ça te permet de travailler plusieurs champs disciplinaires en même temps, ces projets-là? Oui, parce que s'il y a des relevés de température, on va travailler ça en maths. S'il y a des comptes rendus d'expérience, on va les travailler en français. Dans le cahier de sciences, dans le cahier, ça va être juste un résumé. Mais après, moi, je vais pouvoir reprendre la trace écrite de quelques groupes ou de quelques enfants et essayer de travailler en orthographe à partir de ça, par exemple. Ça peut faire gagner du temps si on accepte de se dire qu'on fera une leçon d'orthographe en moins. Moi, il m'a fallu une certaine expérience pour me dire c'est pas grave si je fais pas la leçon qui s'appelle accordée dans le groupe nominal, puisque on l'a fait par le biais du résumé de sciences. Mais j'aurais pas su dire ça il y a 20 ans. Puis c'est aussi réaliser que empiler des leçons disciplinaires, par exemple en français, c'est pas ça qui fait progresser les élèves. On voudrait que oui, mais concrètement non. Est-ce que cette recherche de sens, elle te semble aider les élèves à acquérir les choses? Oui, je pense que ça rentre mieux en plus. Encore plus pour les élèves qui auront du mal, qui auront des difficultés. Parce que finalement, les élèves qui n'ont pas de difficultés, si on fait une leçon décontextualisée, ils sauront la recontextualiser. Ils ont presque pas besoin de nous pour remettre dans le contexte. Par contre, les élèves qui ont des difficultés, oui, on va leur ouvrir les yeux et les portes. Et est-ce que ces élèves-là, tu as l'impression que les sciences, ça leur fait du bien? Plus que les autres matières ou pas? Ouais, quand même. Ouais, ça leur fait du bien parce que même s'ils sont complètement coupés du scolaire, ils manipulent et ils ont l'impression de jouer, entre guillemets. Après, à moi de leur dire, non, on n'a pas joué, on a travaillé. Spontanément, il y en a qui vont dire, si on travaille sur le projet tout l'après-midi, oh, bah cette semaine, on n'a pas travaillé. Mais si, c'était du travail. Oui, mais non, c'est pas pareil. Oui, mais si, c'était du travail. La dimension du plaisir, elle est importante dans l'apprentissage? Oui, bah oui. Enfin, certains apprennent en se faisant du mal, mais pas beaucoup quand même. Une séance de science avec toi, ça se passe comment? Ça dépend beaucoup du sujet. L'an dernier, on a fait un défi technologique. Fallait soulever un objet et fabriquer une machine pour pouvoir soulever l'objet. Ça a été lancé avec les objets.
Voilà, 2 objets, il va falloir fabriquer des machines qui vont pouvoir soulever ces 2 objets-là. Les 2 objets avaient des formes, des masses différentes, et il fallait que la machine puisse soulever les 2 objets successivement. Et après, ils sont partis individuellement d'abord, puis par groupe, à faire des schémas de machines possibles. J'ai regardé leurs schémas, on a regroupé ensemble les schémas qui allaient un peu dans la même direction, et les groupes ont été constitués comme ça. Et à la fin de l'année, parce que c'est un projet qu'on a mené sur plusieurs mois, on avait 6 machines différentes qui soulevaient toutes les 6 les 2 objets. Les objets, c'était quoi, pour savoir? Il y avait une boule de polystyrène de 10 cm de diamètre à peu près, et un tube qui avait contenu des volants de badminton, et qui était chargé de sable, donc qui était lourd. Ils sont arrivés à soulever leur charge et comment ça s'est passé la construction des connaissances derrière le défi, quoi? Comment ça s'est passé ça? On renotait régulièrement dans les cahiers de sciences qu'on avait fait, pourquoi ça avait marché, pourquoi telle machine s'était écroulée ou pas, et ce qu'il avait fallu faire pour qu'elle ne s'écroule plus, comment l'étayer, comment répartir l'équilibre autrement. On a travaillé sur les poulies, on a travaillé sur pourquoi c'était plus facile avec 2 poulies qu'avec une seule, la ficelle qui raccrochait, celle qui raccrochait pas, comprendre, et ça on le renotait au fur et à mesure dans le cahier. Le passage à l'écrit, là, il est important pour ancrer les choses. L'écrit et puis un schéma, pas un dessin d'art où on a la machine jolie, mais la machine simplifiée, schématisée. C'est une forme d'écrit, le schéma. Ils sont à l'aise avec ce genre de procédé, tes élèves, avec le schéma? En début d'année, non, et au fur et à mesure, oui. Accepter qu'un tube à essai, on lui mette pas de perspective, mais qu'on mette par contre la ligne du liquide bien horizontale. Des choses comme ça, en début d'année, pas du tout, mais petit à petit, oui. C'est aussi des savoirs qui se construisent sur une année scolaire, minimum. Des savoir-faire, et qui vont être utiles après. J'espère. Oui, ça resserre au collège et au-delà, oui. Oui, puis je pense aussi que schématiser, c'est aussi voir l'essentiel. Donc c'est pas que j'apprends à faire un schéma, mais aussi quelque part j'élimine ce qui sert à rien. Donc c'est au-delà du schéma de science. Trier les informations, garder que ce qui est parlant dans le cas précis. Et ça, il te semble arriver à le remobiliser dans d'autres matières, cette capacité à aller à l'essentiel? Oui, en histoire, en géographie, quand on va regarder un document, essayer d'en tirer l'information. La dame, elle a une robe rouge, ouais, tu crois que c'est important? Non, pas vraiment. Bon, alors, oui, aller à l'essentiel de ce qui va nous servir pour ce qu'on est en train de faire. Les relations de tes élèves aux sciences, quelles sont-elles? Est-ce qu'ils en ont peur? Est-ce qu'ils sont curieux? Quel est leur rapport à ça? J'ai l'impression qu'ils en sont curieux, ils aiment assez. Je crois que c'est une matière où ça fait plaisir quand c'est à l'emploi du temps. Parce qu'on manipule, parce qu'on dessine, parce qu'on fait des schémas et qu'on ne fait pas que lire et écrire. Même si lire et écrire, c'est important aussi. Est-ce que parfois, la science que vous faites en classe pénètre vers la famille? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui parfois sort de la classe? Alors il y a quelque chose qui sort de la classe, quand il y a un projet technologique, parce qu'on a besoin de matériel, et que les enfants spontanément vont solliciter les parents pour apporter du bois, des clous, un marteau. Et puis ça sort aussi de la classe quand on travaille sur tout ce qui est développement durable, habitudes de vie, faire attention à l'eau, à l'énergie, à trier ses déchets, des choses comme ça. Alors là oui, parce qu'on parle beaucoup des pratiques chez chacun, et j'espère que ces enfants ramènent à la maison un petit peu de ce qui a été dit et montré en classe. Est-ce que les sciences dans ta classe te semblent aider tes élèves à développer un esprit critique? Oui, on ne croit pas tout, on remet en cause certaines choses, oui. On se pose des questions, et est-ce que tu en es sûr? Là, cette année, on a travaillé à partir d'images. Il y avait eu un fait divers où des gens avaient vu des loups, des lynx et autres bêtes en ville, sur des parkings de supermarchés. Il y avait eu des photos de prise. Et est-ce que c'était réellement des loups, des lynx et ce genre d'animaux, ou est-ce que c'était pas des animaux domestiques, mais qui, dans le brouillard, donnaient l'impression d'eux? On a travaillé là-dessus. Oui, on remet en question, et pourtant on l'avait vu, c'était paru dans des journaux. Oui, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Ça, c'était une problématique que tes élèves avaient apportée? Une question? Non, c'est toi qui avais déclenché? Oui, alors moi, pas tout à fait. Moi, avec un institut, une école d'ingénieurs de Beauvais avec laquelle on a travaillé en partenariat, dans le cadre de la fête de la science. Et la question, c'était: loup y es-tu? Et à partir de ces
quelques bribes, on avait cru entendre un loup, on avait cru voir un loup en photo. Les enfants ont été appelés à comparer des traces de pattes, comparer des cris d'animaux, comparer des silhouettes d'animaux pour, après, à partir d'un arbre de classification, s'assurer que c'était bien un loup ou peut-être un chien ou peut-être un renard. Et même question autour du lynx qui était peut-être finalement juste un gros chat. Avec la dimension esprit critique derrière, vérification de l'information. C'était les fake news, le thème de la fête de la science cette année, donc c'était dans ce cadre-là. Est-ce que ça t'arrive de travailler avec des collègues ? Alors l'an dernier, on a arrosé un peu nos collègues à partir d'un canular auquel j'avais pris mes élèves, à partir de la chasse au Dahu. Les enfants avaient été assez impressionnés de voir comme ils avaient tous cru. C'est sorti de la classe parce que mes élèves se sont dit qu'ils allaient essayer de prendre au piège les autres classes de l'école. Donc après s'être fait prendre au Dahu qui n'existe pas, ils ont eux-mêmes inventé des animaux qui n'existaient pas en leur créant tout un contexte scientifique d'habitat, d'alimentation, et ils ont présenté ces animaux-là à leurs camarades des 2 autres classes de l'école. Donc là, tu es rentré dans la classe avec tes élèves pour présenter ça, mais travailler à préparer des projets avec d'autres enseignants, ça t'arrive ? Non. Est-ce que ça t'arrive de te former en sciences ? Tout ça, ça s'est restreint à l'IUFM, à l'école normale, ou est-ce que tu continues de te former ? Ah non, je continue de me former. D'abord, c'est indispensable parce que ce que j'ai appris à l'IUFM, c'est très très loin, là dans ma tête. Et puis les programmes ont changé, on fait plus pareil, même si on était déjà dans l'esprit, au moins dans mon souvenir, de se poser des questions. Les programmes sont plus les mêmes, ce qu'on doit apprendre aux enfants aujourd'hui est complètement différent de ce qu'on apprenait il y a 30 ans. Oui, je me forme essentiellement avec la main à la pâte, avec les maisons des sciences. Au niveau institutionnel, éducation nationale, on n'est pas très très formé. Je pense que là où me suis le plus formé, là où j'en ai le plus besoin, ça tombe bien, c'est tout ce qui est programmation, ordinateur et robotique. Parce que c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas quand moi j'ai été formé et qu'il est difficile d'apprendre tout seul à mon âge. Ça me... pas déculpabilise, mais décomplexe. Tu as des projets en sciences pour ta classe pour cette année, en robotique ou autre chose ? Je voudrais retravailler maintenant la classification des animaux après cette histoire de loup-yétu et de était-ce un lynx, était-ce un chat, pour voir un petit peu comment ces animaux-là peuvent se placer dans des boîtes, dans des classements, pour théoriser un petit peu tout ça. Là, on est sur les volcans en ce moment, donc au-delà des volcans, on va attaquer les séismes et la structure de la Terre pour mettre tout ça en lien ensemble. Et puis il y aura une part du programme aussi cette année où on va faire des mélanges homogènes, hétérogènes, des émulsions, voir un petit peu la place de la chimie dans la cuisine. Là, pour le coup, ça a du sens aussi. C'est pas de la chimie déconnectée du concret. Hein. Oui, voir une émulsion stable, instable, une mayonnaise ratée, réussie. Pourquoi une vinaigrette qui se dépose, qui se redépose pas. Pourquoi ? Alors, j'ai une dernière question, Laurence. Si tu pouvais partir dans le passé et t'adresser à toi-même quand t'as commencé à enseigner, qu'est-ce que t'aimerais te dire à toi-même ? Je sais pas, si c'est par rapport aux sciences, j'ai été longtemps sans en faire du tout, parce que comme je travaillais à mi-temps, je laissais la patate chaude à mes collègues et je faisais l'histoire, la géographie qui me rassurait beaucoup. Parce que c'était livresque, théorique, je sais, j'apprends, je note mes dates, je colorie ma carte et tout va bien. Mais je pense qu'aujourd'hui je le ferais en me disant que je le ferais peut-être mieux. Peut-être reprendre, me lancer plus déjà, ouais. Lance-toi, n'aie pas peur ? Ouais, quelque chose comme ça, ouais. On peut y arriver. Alors c'est vrai aussi qu'au début, quand on enseigne, moi je voulais pas ne pas savoir. Je voulais pas chercher avec mes élèves. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout de gêne à leur dire, je ne sais pas, mais on va chercher. On va aller voir sur l'ordinateur, on va aller voir dans les bouquins, on va se renseigner, on va ouvrir un dictionnaire, on va trouver. Alors ça, au début où j'enseignais, non, j'avais vraiment l'image de l'enseignant omniscient, quel que soit le domaine. Donc lance-toi et n'aie pas peur de pas savoir, ne t'inquiète pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup Laurence, c'était super. Et à bientôt. C'est la fin de ce podcast, vous pouvez le retrouver sur iTunes, SoundCloud et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, mais surtout, restez curieux.